quand Ouria prend une position, il ne faut jamais prendre cette position dans l'absolu de la morale, dans l'absolu des choses. Il faut la prendre dans le rapport de force par rapport auquel elle prend position. Et elle a quelque chose d'éminemment stratégique d'ailleurs et tactique, Ouria. C'est des mots qui reviennent souvent dans sa langue, sous sa plume. Et donc il faut penser toujours ça. Je veux dire, quand elle parle de l'homosexualité en banlieue, la morale bourgeoise et les imbéciles moraux qui ne comprennent rien à la dialectique et qui ne pensent pas politiquement disent « Oh, elle est homophobe !» comme si Ouria avait que ça à foutre d'être homophobe. Cet épisode marque les 2 ans de mon podcast Nouveau Paradigme et de cette chaîne, et pour l'occasion j'ai créé un serveur Discord pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas à le rejoindre si c'est votre truc, je vous mettrai le lien en description et dans les commentaires. Bon épisode. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va de nouveau se pencher sur Ouria Boutelja, mais aussi en l'occurrence sur François Bégaudeau. Donc pour info, Boutelja, j'avais déjà parlé d'elle et notamment de son premier essai Les Blancs, les Juifs et nous dans un épisode paru il y a quelques mois après son interview par Dany Heraz. Et Bégaudeau c'est lui aussi un auteur français, notamment essayiste, qui est connu entre autres pour sa critique aussi bien d'une certaine bourgeoisie libérale, ce qui est le thème de son livre Histoire de ta bêtise, que de certaines mouvances plus conservatrices voire identitaires, dont certains membres se considèrent à tort proches de lui. Ça il le raconte dans Notre Joie. Et donc depuis quelques temps il y a une forme de rapprochement entre Bégaudeau et le PIR, le Parti des Indigènes de la République, dont Boutelja est assez proche. Rapprochement qui s'est matérialisé notamment par ce live diffusé et modéré par Wissam Zelka sur Twitch. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ajoute une dernière chose. Je vais pas trop parler du dernier essai d'Ouria Boutelja dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se garder ça pour une prochaine fois, parce que pour le coup je voudrais vraiment me focaliser sur cette discussion récente entre elle et François Bégaudeau, discussion assez longue et intéressante d'ailleurs, que je vous recommande de regarder, elle est disponible sur Twitch et sur YouTube, je vous mettrai des liens en description à ce sujet. Allez, on attaque avec un premier extrait. Non, la gauche blanche elle est pas en train de disparaître. Ouais mais cette gauche blanche là, vraiment, j'avais presque dit hardcore, tu vois. Moi, je trouve qu'elle survit un peu folkloriquement avec des mecs comme Roussel. Mais c'est folklore, tu vois, c'est barbecue, au fait. C'est pas Thorez, où là, c'était vraiment un édifice que tu restitues vachement bien, tu vois. Non, parce que tout le reste de la gauche, pour moi, elle est blanche. Non pas tant parce qu'elle est composée de blanc, mais parce que, et c'est là le cœur du problème, c'est qu'en fait, quand elle va se mobiliser sur des questions qui concernent directement les couches populaires blanches, sans prendre en compte par exemple les revendications prioritaires des indigènes. Alors j'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente sur Boutelja, mais là dans cet extrait on voit très bien le souci de lexique et de rigueur que pose la notion de blanchité. Dans le sens où à la base ça désigne plutôt des caractéristiques ethniques, et en même temps à l'évidence dans la pensée de Boutelja ça recouvre aussi une réalité d'ordre plus politique voire culturel. Mais du coup la question que je pose encore une fois moi c'est, est-ce que c'est pertinent par exemple de parler d'une gauche blanche, ou est-ce que ce serait pas plus logique de proposer un autre terme lié par exemple à l'Occident, quelque chose comme ça? Personnellement il me semble que si, et ça me surprend que ça ne dérange pas Bégaudeau, qui lui-même insiste souvent sur la nécessité de ne pas utiliser des termes un peu abstraits comme ça. Et c'est d'autant plus flagrant quand on met sa discussion avec Boutelja en parallèle de sa discussion avec le fameux M, l'identitaire avec lequel Bégaudeau a passé une soirée qui est relatée dans son livre Notre Joie. Et justement, j'ai envie de vous lire un premier extrait de ce bouquin de Bégaudeau qui vous montre un petit peu le type d'échange qu'il a pu avoir avec lui. Je cite. L'idéaliste autoritaire prise avant tout le mot pour cet écart. Qu'on ne sache surtout jamais exactement de quoi on parle, c'est sa ligne. Que ces mots-clés ne soient surtout pas référés. Épandre les termes brouillardeux pour entretenir la confusion, abuser du plus brumeux d'entre eux. Et donc Bégaudeau repère ça tout de suite chez M, son interlocuteur dans Notre Joie, mais par contre il ne fait pas le même reproche à Boutelja. Pourtant elle n'est pas du tout en reste en ce qui concerne les concepts flous. Pour moi, tant que les questions qui sont posées par l'immigration postcoloniale, les quartiers, la priorité qui est faite dans les luttes de l'immigration, que ce soit l'islamophobie, que ce soit le racisme d'État, que ce soit la police, si ça ne rentre pas dans un programme de gauche, quel qu'il soit, la gauche est blanche. C'est pas simplement sa composition sociale. C'est qu'est-ce qui la motive, et aujourd'hui, qu'est-ce qui la motive? Et là, justement, on est au cœur du problème. Ce qui la motive, et il se trouve que je suis gréviste, je sors dans les manifestations, donc j'ai aucun problème avec le mouvement qui est en train d'avoir lieu actuellement, je le soutiens, c'est pas la question. Simplement, politiquement, il continue de me poser problème, parce que la question des retraites, aujourd'hui, fait bouger les couches populaires blanches. Et là encore, cette séquence, elle montre bien le problème. À la fois, Ouria parle de couches populaires blanches, au sens phénotypique, mais en même temps, elle décrit une gauche qui serait blanche, pas uniquement en vertu de sa composition sociale. La blanchité décrit donc deux réalités distinctes. Mais d'autre part, on voit aussi poindre le début d'un truc intéressant sur cette fameuse gauche blanche que Boutelja explicite un peu plus loin. Globalement parlant,
poser la question de la retraite, eh bien aujourd'hui, si on pense la condition sociale des indigènes, on comprend, je veux dire, quand on n'a pas de travail, quand on est tendanciellement au chômage, quand on est tendanciellement dans des boulots précaires, quand on n'est pas encadré par des mouvements syndicaux, ce qui est le cas de beaucoup de secteurs du travail qui concernent les indigènes, eh bien, on n'est pas concerné par la retraite. Donc, tu vois bien que là, on est quasiment au cœur du problème. On est au cœur du problème parce que dans les quartiers, là, au moment où on parle, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, cette gauche qui trouve l'énergie pour se mobiliser par millions, c'est-à-dire elle est capable de mobiliser des millions de gens dans la rue, et je vois que les gens sont très énervés par la question de la retraite. Et donc, de ces 2 ans qu'on leur retire, eh ben, ça n'est pas une question fondamentalement de non-blanc. Alors plusieurs choses ici. D'abord, ce qu'elle décrit concernant les boulots précaires, le fait de pas être syndiqué ou bien d'être au chômage chronique, c'est pas spécialement des problématiques exclusives aux indigènes. Mais au-delà de ça, un point intéressant, c'est que visiblement pour Boutelja, si la gauche veut arrêter d'être blanche, ce qui devrait être son objectif d'après elle, il faut qu'elle se mette à considérer comme centrales les questions que Boutelja considère elle-même comme étant centrales. Et là-dessus, Bégodeau la reprend à juste titre, en lui disant que la politique ça marche pas comme ça. Par contre, il continue à laisser passer un lexique ambivalent qui, à mon sens, devient piégeux. Piégeux parce que ça fait passer en douce, en contrebande, et là je fais encore une référence à notre joie, ça fait passer en douce donc des notions potentiellement contradictoires. Parler d'une gauche blanche et l'opposer à l'indigénat, ça permet d'insister implicitement sur le supposé racisme de cette gauche blanche. Mais donc c'est là où la confusion de la terminologie prend tout son sens. Si on dit à Boutelja, mais regardez, il y a aussi des non-blancs qui manifestent contre la réforme des retraites, elle n'a qu'à convoquer l'aspect culturel de sa vision de la blanchité. Dans ce cas-là, le sous-entendu c'est que les indigènes qui manifestent avec les blancs sont finalement en cours de blanchisation. Et on l'avait vu avec un extrait de son premier bouquin dans ma vidéo précédente sur elle. Mais si en revanche on parle de la surreprésentation des classes populaires blanches au sein de ce mouvement social, et ben là on repart sur des considérations ethniques. Et y a pas de problème, puisque c'est toujours le fait de la blanchité finalement. Non pas culturel ici, mais bien phénotypique. Et j'insiste, à mon sens, ce flou artistique est entretenu à dessein, parce que Boutelja sait très bien qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et le problème, encore une fois, c'est que Bégodeau, il laisse un peu dire. Et ça lui ressemble pas. C'est aussi le programme qui détermine la couleur de la gauche. Ouais. Ça j'ai bien compris que blanche était une notion politique fondamentalement, et qui engageait des positionnements politiques, et pas une notion identitaire. Ce qui est difficile à faire comprendre à pas mal de gens, alors que ça me paraît très simple. Il passe trop vite là, François. Si blanche c'est une notion politique et pas une notion identitaire, alors pourquoi utiliser ce mot-là? C'est intéressant ça, non? Il faudrait creuser. On peut pas juste passer comme ça et faire comme si du jour au lendemain l'aspect racial d'un tel mot disparaissait. Et en acceptant cette ambiguïté, Bégodeau sert les intérêts politiques de Boutelja, et il prend le risque de devenir à son tour un butin de guerre. Et si vous voyez pas ce à quoi je fais référence, bah c'est très simple. Il y a un peu plus d'1 an, c'est en ces termes qu'Ouria Boutelja avait qualifié la récupération à son compte de Jean-Luc Mélenchon. On pouvait s'entendre et se dire, stratégiquement, on a raison de faire cette marche avec Mélenchon. Parce que l'islamophobie est tellement grave qu'il faut absolument la freiner et donc résister un maximum et faire venir le maximum de monde et donc précisément faire venir les grosses orgas de la gauche blanche. Il n'y a aucun problème. Sauf que nous, on disait, parce qu'on a une vision stratégique, parce qu'on a une vision politique, on disait, à condition de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et nous dégager, nous, et même les bubards, parce que si, parce que ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les barbus. Je suis d'accord si il y a une stratégie. Les barbus. Je suis d'accord si ça, c'est accompagné d'une stratégie. Et donc, notre stratégie, ça l'avait été entendu, aurait été de dire, vous faites ça, vous vous débarrassez de nous, les plus halal d'entre nous, mais la fois d'après, on se rétablit en tant qu'antiracisme politique et on aménage nos espaces d'autonomie pour continuer à exister politiquement en dehors de l'influence de la gauche blanche, pour continuer à exister politiquement. C'était ça le deal qu'il aurait fallu mettre en place. Or, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai été peut-être un peu trop négatif tout à l'heure parce que dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Ouais. Oui, en plus. Il y a un butin de guerre. Qui a fait un choix avec avec tous les défauts qu'on lui connaît quand même. Non mais d'accord, mais on revient de loin, mon ami. Je sais bien. On revient quand même de loin. C'était quand même un espèce de laïcard de dingue. Alors déjà, le péril laïcard, moi ça me fait toujours un peu rire, mais c'est pas le sujet. Là, vous l'aurez compris, si je vous montre ça, c'est que je pense qu'il y a de la part du pire une tentative de récupération politique d'une figure comme celle de Bégodeau, qui est finalement une porte d'entrée vers la gauche blanche. Bégodeau, il a une certaine audience, même une certaine street cred, on peut dire, et donc c'est intéressant de le transformer en faire-valoir pour valoriser la vision de l'antiracisme défendue par Ouria et le pire. Vision qui, vous vous en doutez, n'est pas la mienne. Je pense qu'il y a une certaine amitié qui nous unit comme ça à distance. Donc après, moi, la première chose que je dirais d'Ouria, et tu vas voir, ça va être encore décevant. Je commence toujours par le décevant, puis après j'en viendrai au plus important. Décevant, parce que c'est des choses qui
qui n'intéresse que moi. Moi, j'avais dit à Ouria, quand je l'ai croisé, moi, je voudrais que tu fasses d'un roman un jour, parce que je pense que tu as une plume littéraire. Et en fait, quoi qu'on pense, avant même de rentrer dans le détail de la pensée d'Ouria Boutelja, moi, je vois toujours en lecteur littéraire, un petit peu ce que je disais de Nietzsche tout à l'heure, je vois que là-dedans, ça pense, quoi. Voilà. Et ça, je l'ai vu tout de suite chez Ouria Boutelja, quand je la voyais à la télé dans un premier temps, puis après, j'ai lu son premier livre, et maintenant le second. Et ben, à chaque fois, ça pense, et moi, ça m'intéresse. Et puis, en plus, elle a du style. Elle pense dans le style. Elle a le style frappé d'un certain nombre de ses références, d'ailleurs. Je pense à Frantz Fanon ou autres. Et donc, c'est vraiment un bonheur de la lire. Alors cet extrait-là est un tout petit peu moins récent. Il y a 2 mois à peu près, la chaîne À Gauche, que je salue et que je remercie d'avoir diffusé ma critique de la notion de méritocratie chez Victor Ferry, la chaîne À Gauche donc a diffusé cette interview de François Bégodeau dans laquelle il parlait justement d'Ouria. Et je pense que ce premier point sur le style, il est très important. Déjà parce que c'est vrai, Ouria Boutelja, même si on n'est pas d'accord avec elle sur le fond, indéniablement sur la forme, elle a une putain de plume. Et on en avait parlé avec Antoine Goya sur Twitter il y a quelques temps, mais oui, quoi qu'on en dise, il y a un plaisir littéraire à lire Boutelja. Et en plus, il n'y a rien de mieux que ça pour se faire sa propre opinion, donc je vous recommande de le faire. Et le truc dans le cas de Bégodeau, c'est que je pense que cet aspect stylistique lui fait un peu mettre des œillères sur un certain nombre de choses, soit qui tapissent la pensée de Boutelja, soit qui sont d'ordre plus tactique et qui sont donc teintées de potentielle duplicité. Quand Ouria prend une position, il faut jamais prendre cette position dans l'absolu de la morale, dans l'absolu des choses. Il faut la prendre dans le rapport de force par rapport auquel elle prend position. Et elle a quelque chose d'éminemment stratégique d'ailleurs et tactique, Ouria. C'est des mots qui reviennent souvent dans sa langue, sous sa plume. Et là je vois un paradoxe, parce que Bégodeau identifie clairement l'aspect stratégique chez Boutelja, mais il ne se prend pas lui comme une entité potentiellement intéressante du point de vue politique. Parce que là où il y a stratégie politique, potentiellement il y a dissimulation de la pensée véritable. Ce qui ne veut pas dire que tous les reproches faits à Boutelja, notamment dans les médias, sont légitimes, hein. Pas du tout. Et comme d'ailleurs Bégodeau est plutôt nietzschéen, il se méfie du jugement moral hâtif, à juste titre. Quand elle parle de l'homosexualité en banlieue, la morale bourgeoise et les imbéciles moraux qui ne comprennent rien à la dialectique et qui ne pensent pas politiquement disent « Oh, elle est homophobe !» comme si Ouria avait que ça à foutre d'être homophobe. Ouria dit simplement qu'il y a une certaine façon de pointer l'homophobie de banlieue qui finalement fait partie d'un kit globalement raciste. Bon alors déjà, balayer la question de l'homophobie en disant comme si elle avait que ça à faire, c'est un peu léger. Mais comme, à l'instar de Bégodeau, j'aime pas trop le procès d'intention, plutôt que de rester dans un truc superficiel comme ça, je voulais vous lire quelques extraits choisis du premier livre d'Ouria Boutelja, qui ont trait à ce sujet précis. Je cite. « Entendre un lascar faire son coming out, un kiff de blanc civilisateur, un aboutissement pour l'indigène retardataire. Car pour un Joroto, faire de sa sexualité une identité sociale et politique, c'est entrer dans la modernité par la grande porte. Le blanc est au bord de l'extase. Les blancs, lorsqu'ils se réjouissent du coming out du mâle indigène, c'est à la fois par homophobie et par racisme. Comme chacun sait, la tarlouse n'est pas tout à fait un homme. Ainsi, l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. Et ça c'est bien, c'est même vachement bien. Et puis c'est tellement rassurant. Il va sans dire que le message sera capté 5 sur 5 de l'autre côté du périphérique aussi. On ne s'étonnera pas de la compétition viriliste et homophobe qui s'installera dans le camp d'en face et qui prendra un plaisir vicieux à surjouer une sexualité fabriquée par le regard colonial dans cette guerre sournoise que se livrent des forces antagoniques et irréductibles. Et c'est là où on touche aux limites du prisme boutelgien, selon moi. Mais je vais développer après. Donc, dialectiquement, elle regarde qui parle, d'où, dans quel rapport de force, et elle se prend ses positions. Donc effectivement, ça rend le boutelgisme relativement indécryptable par tout un tas d'imbéciles qui ne pensent jamais politiquement et dialectiquement. Et quand on a, comme moi, ou d'autres, j'espère, les lunettes dialectiques, eh bien, on voit bien les opérations auxquelles elle nous invite, et encore une fois, qu'on ne comprendra jamais quand on les prend dans l'absolu de la morale, ça c'est sûr. Alors, malgré mes lunettes dialectiques, je vois plus que ce que veut bien dire Bégodeau dans les propos d'Ouria. Et je suis pas sûr que ce soit juste fonction de mon imbécilité ou d'une espèce de réflexe moral pavlovien comme ça. Parce que, en fait, bah non, l'homophobie de l'autre côté du périph', elle a pas juste une origine issue du regard colonial. Je sais, ce serait plus simple si c'était le cas, mais en fait, il y a d'autres causes, notamment religieuses. Est-ce que c'était un hasard qu'on retrouve une forte proportion de cathos tradis dans la manif pour tous? Je crois pas. Et l'islam n'échappe pas à cette règle non plus. Et je maintiens ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente sur Boutelja, à savoir que, contrairement à ce qu'elle dit, les questions de sexualité, et notamment d'homosexualité, étaient politisées à plein d'endroits du monde, bien avant que l'Occident se croie investi d'une mission colonisatrice. On en a des traces dans certaines lois médiévales européennes, et on en a des traces dans, par exemple, les hadiths, en ce qui concerne les civilisations musulmanes. Et quoi que veuille bien en dire Ouria, le regard colonial ne suffit pas à expliquer l'homophobie des quartiers. La vie, c'est pas monocausal comme ça, en fait. On est, disons, des acteurs qui ne sont pas effrayés par le réel.
Ce que je crois, c'est qu'en fait, on est capable de voir le laid. Si quelque chose est laid, on ne fuit pas la laideur. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de l'affronter, de la reconnaître, c'est-à-dire la laideur de chez nous. Celle qui consiste à vouloir transformer les populations ou les gens avec qui on travaille, mais sur la base d'un constat qui n'est pas positif. Quand on observe les tendances des gens qui sont les nôtres et que nous on a défini, je veux dire qu'on a analysé à travers un certain nombre de textes, c'est-à-dire on sait qu'en politique on doit se salir les mains et on n'est pas dans un rapport esthétique au réel. Et voilà, là on en vient un peu à l'aboutissement de tout ça, la marotte habituelle, chacun se revendique du réel. Quand bien même les abstractions, les confusions sont de la partie. Et là où je vois un paradoxe, c'est qu'encore une fois, on a vu à travers les exemples de tantôt que le lexique bouteldjien n'était pas hyper précis. Non pas parce qu'il ne s'intéresse pas à des faits du réel, c'est le cas, il s'y intéresse, mais parce qu'il y colle des dénominations qui sont polysémiques. Et ça, quand on veut être précis, quand on veut éviter le flou, c'est un problème. Et je ne résiste pas, et ce sera la conclusion de cette vidéo, à l'idée de vous citer un second extrait de Notre Joie, qui, s'il s'applique en l'occurrence à un identitaire qui se refuse à assumer d'être de droite, pourrait tout aussi bien s'appliquer à un identitaire qui se prétend de gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Je cite. « L'identité ne peut être référée à rien de réel, parce que le réel l'exclut. L'identité c'est le même, et le réel c'est ce qui diffère. Le nouveau-né advient en différent de la matrice, la matière advient en différent du néant. Moyennant quoi, la fantaisie identitaire est une nostalgie du néant. Gardons ça dans un coin de tête. La différence avec un A comme le veut l'ami Derrida est au principe du réel. L'identité veut du semblable, le réel, par nature, dissemble, ce que l'ami Diderot appelle son éclectisme. L'identité ne peut donc exister que dans le vase clos d'une langue qui, noyant le réel dans le brouillard qu'elle diffuse, congédie la dissemblance. Le flou ne signale pas le loup, comme le prétend le proverbe, il est la condition du loup. François Bégodeau.